Bien écoutez, rebonjour pour la plupart d'entre vous. Nous allons passer cet après-midi deux temps, je dirais. Il y a deux temps. Un temps qui va permettre un peu de faire une sorte de débriefing des ateliers que nous avons eus ce matin, donc 10 ateliers. Donc nous allons avoir 10 étudiants qui vont venir dialoguer avec Michel Maffezoli. L'idée assez simple, c'est qu'à partir, je dirais, des questions ou des questionnements qui apparaissent dans chacun des ateliers, Michel puisse réagir et nous puissions comme ça, effectivement, essayer de construire cette pensée en devenir par rapport à cette entreprise en pleine évolution, mais au-delà de ça, aux sciences de gestion en pleine évolution et à la pédagogie aussi, puisque vous avez bien compris à travers les ateliers, et vous y avez tous contribué, nous sommes en train, et nos étudiants d'aujourd'hui, et puis ceux d'hier aussi, sont en train, je dirais, de construire, d'élaborer une nouvelle pensée ou une pensée en grande évolution. Donc nous allons reprendre chacun des 10 thèmes de manière assez simple. Pendant 2-3 minutes, un étudiant de chaque atelier va intervenir. Donc là, le premier atelier qui va concerner les nouveaux collectifs, l'émergence des nouveaux collectifs de travail. Et puis nous aurons une table ronde qui permettra d'avoir 4 professionnels qui vont réagir à la fois à ce qui se dit aujourd'hui et s'est dit dans ces ateliers, mais qui va permettre, je dirais, à partir de leur entreprise, de leur terrain d'action, de voir la pertinence de tout ce qui se peut se dire et sur l'émergence justement de ces nouvelles pratiques managériales et sur la notion d'innovation et surtout la façon dont la postmodernité, ou tout au moins cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir, qu'est-ce que nous sommes en train de construire tous ensemble. Et puis, je vous disais qu'il y avait 2 temps, donc, et puis nous aurons la chance d'avoir, je ne sais pas si c'est 2 conférences ou peut-être un débat avec Edgar Morin et avec Michel Maffezoli, qui ont une très grande complicité entre eux, et je pense que nous aurons là vraiment un bel œuvre de réflexion qui nous permettra d'avancer sur la mutation de ce monde. Voilà. Donc, je te propose que tu puisses, concernant les nouveaux collectifs de travail, donner les questionnements, ou tout au moins les étonnements qu'il y a pu avoir dans cet atelier. Bonjour à tous, encore bienvenue à notre forum. Je m'appelle Noa, je vais vous présenter notre atelier qui concernait les nouveaux collectifs de travail. Alors notre réflexion, comme l'a précisé M. François Silva, est venue des mutations de notre nouvelle ère postmoderne, le dépassement des notions comme l'individualisme, voir cette notion de personne comme dans sa vision straussienne, qui est le résultat d'interactions. Et du coup, l'émergence des nouveaux collectifs de travail dans les entreprises, dans les espaces de travail ensemble. Du coup, nous, dans notre réflexion, on a vu émerger 4 concepts qui sont la convivialité, la confiance, la régulation et la vulnérabilité. La confiance, ça veut dire la confiance de travailler entre pairs, qu'il n'y ait pas un petit chef de ce middle management qui décide, fait le suivi et la sanction, mais plutôt des propositions dans un espace de travail où on travaille ensemble, où chacun a la même valeur, le même poids de décision, et où plutôt le suivi va se faire par rapport aux résultats. À côté de cette notion de confiance, il y a cette notion de convivialité. La convivialité dans l'entreprise où on travaille ensemble dans le but du bien-être commun et on est cordial, où il fait bon vivre et bon travailler, on élimine tous ces éléments de stress qui sont liés à des facteurs humains et bien reste les stress facteurs liés au travail. Pour ce qui est de la régulation, on trouve bien qu'ici, je pense que vous êtes tous familiers avec la notion de régulation formelle, c'est-à-dire le reporting, le bottom-up, plutôt le top-down, où on a des rapports, de la remontée de rapports qui se fait quasi systématiquement. On a des réunions prévues à l'avance, planifiées, et on échange ça contre des régulations informelles qui se font autour des
dans les couloirs, autour d'espaces assez différents, où le manager va essayer de diriger chacun selon l'évolution et les spécificités de son projet, plutôt que de manière systématique et prévue d'avance. Du coup, ça va être assez évolutif, assez dynamique. Et après, on finit sur cette notion de vulnérabilité qui est très très importante dans notre recherche, qui est la vulnérabilité et du manager et du salarié, parce que quand on introduit toutes ces notions, on est quand même dans un milieu incertain qui induit beaucoup de questionnements et beaucoup de peur. Parce que déjà, le manager, il va perdre ce statut où il sait qu'il est le seul décisionnaire et qu'on ne peut pas le contester, qu'on va juste faire ce qu'il demande. Et aussi ce salarié à qui on a donné de la puissance, à qui on a redonné de l'importance au sein du processus de décision, et il va quand même, du coup, avec cette puissance, regagner une part de responsabilité. Du coup, on a cette notion de vulnérabilité. La question qui se pose vraiment à travers notre recherche académique et notre recherche empirique, c'est les limites de ces systèmes-là à des structures assez grandes. On trouve que, par exemple, dans l'atelier le matin, la question de la taille de l'entreprise a beaucoup ressurgi. Et on a fait la critique, on peut bien par exemple faire ce genre de démarche dans des structures assez petites où de toute façon le reporting se fait de manière informelle et assez directe, et que dans des structures assez grandes, c'est beaucoup plus difficile de gérer, de manager si on n'a pas un reporting, si on ne sait pas ce que fait chacun à tout moment. Je pense que j'ai un peu repris l'image de l'atelier ce matin avec les additions qu'ont pu faire les gens qui ont gracieusement participé. Et j'attends votre feedback. Il faudrait mettre des micros qui soient comme ça, que je vienne parler là. Oui, mais je ne suis pas convaincu qu'il marche le tien. Il faut appuyer, il faut que tu appuies sur le... Voilà. Je vais dire 2 ou 3 petites choses. Mais avant, d'une manière plus générale, sur ce qu'on va faire cet après-midi, en tout cas pour la première partie, je pense que ce terme de masterclass est totalement impropre. Il me fait toujours le coup, vous inquiétez pas. Non, mais je vais te dire pourquoi. Oui, non. Tu es pour rien, tu es obligé de prendre ça, etc. Vous savez que moi, mon dada, c'est de dire qu'il y a, enfin, parmi quelques dadas que j'ai, du fait que cette postmodernité, en effet, j'en dirai un mot tout à l'heure, fait que le processus de socialisation ne peut plus fonctionner sur le mécanisme que nous connaissions, c'est-à-dire l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des sachants qui tirent. Mais comme il y a, quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, des formes différentes de socialisation, un des éléments de la postmodernité, c'est l'initiation. On ne peut pas employer ce mot, parce qu'il est trop connoté. Mais il n'en reste pas moins que le schéma éducatif est un schéma qui, de mon point de vue, est saturé. Encore une fois, je dis bien, celui qui sait et qui tire. C'est ça que ça veut dire en latin, educare. Ou pédagogie, c'est kiff-kiff, bon, en grec. Et que là, l'initiation, c'est au contraire le fait qu'on accompagne, il y a un processus d'interaction, Edgar Morin dirait une dialogie, terme à terme, etc. Et moi, c'est ce qui m'avait frappé quand je suis venu à Bordeaux, c'était en mai dernier, 19 mai. Où j'ai vraiment, ça m'a sur des sujets dans lesquels moi, je n'ai pas d'énormes compétences. Puisque dans le fond, je suis un rêveur du social. Mais j'ai beaucoup appris de l'interaction. C'est-à-dire, dans le fond, je voyais comment, d'une certaine manière, certaines des catégories que j'avais proposées dans mes divers livres pouvaient être réutilisées dans le sens simple du terme. On métabolise et on rejette ce qui mérite d'être rejeté.
Voilà. Et donc, de ce point de vue, c'est pour ça que tu vois le mot masterclass, c'est bon. On peut Alors, pas chère classe. Voilà, je ne sais pas quel, moi, je sais pas quel cher terme. Au sens partagé. Voilà, cher, oui, ou pire. Enfin, il faudrait trouver un terme qui fait qu'il y a un processus d'interaction, puisque moi, alors ce matin, j'ai écouté deux d'entre vous concernant le sacral. Vous allez revenir tout à l'heure, je pense, et j'ai beaucoup appris. Tu vois, donc c'est en ce sens que il faut nuancer ce mécanisme de masterclass. Alors cela dit, par rapport à ce que vous venez de m'indiquer, oui, bien sûr, moi je vois que comment vous avez véritablement saisi ce qui est en jeu. À certains moments, dans ces moments de mutation, qui que nous soyons, d'un point de vue théorique ou d'un point de vue pratique, il faut savoir renifler. C'est ainsi, c'est ça l'air du temps. Il faut renifler ce qui est en jeu. Moi, je dis, je suis un renifleur social, pas plus. Je ne fais pas de la théorie. C'est renifler des choses que l'on met en forme. Et là, vous avez bien reniflé sur un point précis par lequel vous avez commencé il y a un instant, qui est, à mon sens, très peu pris en compte et qu'il faudra de plus en plus prendre en compte. Ce n'est plus l'individu, c'est la personne. Voilà. L'individu, en son sens simple, mais l'individu, c'est le squelette de tout, des institutions modernes, de la vie politique, du social, etc. Individu, ça veut dire ce qui est indivisible. L'individu est fermé. L'individu a censément, au bout du processus éducatif, une éducation, un sexe, une idéologie, une profession. Une identité. Là, au contraire, la notion de personne, moi c'est un de mes dadas, c'est justement quelque chose, persona, qui est pluriel. Donc vous avez commencé par là, oui, en effet, je pense qu'on ne peut plus penser le management uniquement à partir de ces individus fermés, mais quelque chose qui fait qu'il y a cette personne plurielle. Je rappelle que c'est Rimbaud qui le premier a dit « je est un autre ». Voilà. Les poètes, je le rappelle, ont le nez creux. Ils sentent des choses qu'après on va appliquer, qui va se capillariser dans la vie sociale. Et donc, ce par quoi vous avez commencé me paraît intéressant. Alors, je ne vais pas insister, vous avez dit convivialité et confiance, voilà des termes justes. Encore une fois, trouver les mots pertinents qui sont en phase avec l'esprit du temps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que, j'en parlerai tout à l'heure, on ne peut plus mettre l'accent sur la simple instrumentalité, mais que le qualitatif de l'existence est une réalité indéniable, diffuse, vécue, plus vécue que pensée. Et donc c'est important que justement on sache, dans le sens, là je dirais stendhalien du terme, le cristalliser, rassembler les morceaux. Et donc ce thème de la convivialité, alors employons ce mot ou d'autres, peu importe, mais enfin encore une fois, c'est ce qui est du vivre ensemble. C'est ça que ça veut dire étymologiquement. Et que de fait, il y a cet avec, convivialité, machin, truc, etc. C'est toujours, c'est-à-dire là. Donc c'est important. Cela va de pair. C'est une des grandes catégories qui avait été développée par un philosophe, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui est Georg Simmel, un philosophe allemand, parlant sur cette idée de confiance. C'est-à-dire, dans le fond, c'est parce qu'il y a ce vivre ensemble qu'on est obligé d'avoir cette confiance de base. À tous les niveaux, qui par après va se décliner de diverses manières, ne serait-ce que dans l'agenda, les rendez-vous, les machins, les choses, enfin des choses très simples. Mais on avait oublié que ce mot de confiance était un mot important, qui était, je dirais, au fondement même, dans le fond de tout être ensemble. Et que c'est, dans le vrai sens du mot, encore une fois, vous connaissez la sémantique, il faut revenir aux étymologies. Enfin, moi, c'est mon propos. Et là, l'idée de confiance, c'est cette foi avec. Qui fait qu'on partage quelque chose qui n'est pas simplement matériel. Donc ces deux termes me paraissent importants. Sur la vulnérabilité, je vais vous dire quelque chose qui va vous embêter, mais après tout, c'est mon métier. Bon. Ce qui était le propre, et ce que je dis est grave et dépasse bien évidemment le simple management entrepreneurial. C'est véritablement une ambiance sociétale auquel il va falloir se dépatouiller. Ce qui a été le propre des temps modernes, je le dis en deux mots, c'est une conception dramatique du monde. Le drame à l'encontre de ce qu'on dit, c'est qu'il y a une solution, drao, dramein. Il y a une résolution.
Et de diverses manières, on a bien vu comment c'est construit à quelque niveau que ce soit, théorique, pratique, etc., le fait qu'on dépassait les problèmes. Chaque société ne pose que les problèmes qu'elle peut résoudre, disait Marx, etc. etc. Bien. Moi, il me paraît que la postmodernité, c'est le tragique. Le tragique, ben voilà, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résolution. Hein. Et d'une certaine manière, ce terme de la vulnérabilité, pour moi, renvoie à ce retour du tragique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, j'y reviendrai ultérieurement, il peut y avoir du bien-être et du mieux-être, mais en sachant intégrer le fait qu'il n'y a pas de solution. Et l'actualité n'est pas avare du sang qui coule. Vous le savez. Et le sang va encore couler. Et donc, d'une certaine manière, cet aspect tragique de l'existence, il faut accepter ce sentiment tragique de l'existence. Nous n'y échapperons pas. Eh bien, cela va aussi se traduire par cette idée qu'on va être vulnérable, jusque et y compris dans l'entreprise. Vous voyez, moi je dis un cadre général, et cela va aussi se concrétiser à quelque niveau que ce soit. Et les soubresauts que nous vivons actuellement, eh ben, c'est le passage du drame, on trouvera une solution, au tragique, il faut se démerder avec. Pourquoi ? Parce que dans la conception moderne, le grand mythe, c'est qu'on va dépasser la mort. Alors que dans la perspective postmoderne, le tragique, je dis, moi, il faut homéopathiser la mort, l'intégrer, sachant que de toute façon, il y a de la finitude, il y a donc de la déréliction, et donc la vulnérabilité, c'est cela. Vous voyez, voilà. Je te dis mon dernier point ? Oui. Non, par rapport à ce que j'ai vu. Hein. Moi, je suis un élève, j'ai bien... J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit pendant le tragique. Je ne sais pas si ça... C'est juste moi ce que j'ai pensé sur le coup quand vous avez dit ça. C'est est-ce que vous pensez que quand on connaît la fin, ce qui est le tragique, quand on connaît que la mort est inévitable, est-ce que c'est pas toute cette postmodernité, cette convivialité, cette confiance, est-ce que c'est pas notre manière de profiter du temps qu'on a ou de plutôt de partir avec grâce et panache? Est-ce que c'est l'idée que vous développez? C'est exactement ça. Moi, j'avais appris cela il y a fort longtemps, quand j'étais tout jeune, d'un médecin ami qui avait écrit une thèse de médecine qui s'intitulait « Vivre sa mort de tous les jours ». Il soignait, lui, je ne sais pas quoi, les cancéreux, enfin des gens qui étaient en phase terminale cardiaque. Bon, voilà, donc, et avait fait cette thèse sur vivre sa mort de tous les jours. Mais je trouvais que c'était une belle idée, vous voyez, non pas de dénier, dénégation, non pas d'espérer. Après tout, pourquoi pas, hein, moi je veux ici être méprisant pour quelque croyance que ce soit. Mais très concrètement, vivre sa mort de tous les jours, c'est ce que j'appelle homéopathiser. Donc, quand on homéopathise cette mort, il y a dans la reconnaissance du tragique, et regardez ce qui se passe de nos jours, à la fois le tragique qui est là, et puis une vraie jouissance de l'existence. Quand on regarde sur la longue durée, par exemple un siècle moi, qui me paraît intéressant, qui est le 3e siècle de notre ère, qui est comparable à ce que nous vivons actuellement, vous aviez à la fois le sang qui coule, et de la jubilation, le festif. Regardez l'importance du festif contemporainement, par exemple. Il va de pair avec le fait qu'on sait vivre sa mort de tous les jours. Oui, alors en effet, c'est ça. Et traduisons cette idée un peu générale dans ce qu'est le management, c'est qu'il n'y aura pas toujours de solution. Il faut se dépatouiller. Je rappelle que c'était là une belle idée d'ailleurs d'un grand penseur français qui est Lévi-Strauss, le bricolage. Moi, j'insiste beaucoup sur cette idée de bricolage, c'est-à-dire qu'on va, dans des moments tels que sont les nôtres actuellement, d'un passage d'une époque à une autre époque, bricoler. Et dans le fond, on reconnaît qu'il y a de la vulnérabilité, et en même temps, on peut faire, je le dirai tout à l'heure dans ma conférence si j'y arrive, un peu ce que sont les... Oui, je vois que tu... il ne faut pas me faire parler, tu vois, sinon... Il me dit bien parler, puis après... C'est la boîte aux Pandore. Non, mais tu abordes des thèmes qui vont être abordés, donc c'est non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, je le dis quand même, c'est les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est-à-dire faire d'une force, d'une faiblesse, une force.
Et donc, il est possible de faire de cette vulnérabilité une force. Voilà, c'est tout. Alors, sur la taille, je ne le dis pas, les tailles des entreprises, tant pis, il ne veut pas qu'on en parle. Mais, Monsieur, non. Je crois qu'il y a que bien sûr, il va y avoir des empires. Les entreprises peuvent être des grands ensembles. Mais le propre des empires, justement, c'est qu'il va de pair avec le canton, avec les baronnies, des baronnies, des petites baronnies, des petits groupes. Au Moyen-Âge, c'était ça. Il y avait un ensemble vaste, et puis la vraie réalité, elle était dans les baronnies. C'est-à-dire là où il y avait du compte, machin, chose, etc. Et je pense que dans les entreprises, moi, dans mes contacts et mes discussions que j'ai avec de nombreux chefs d'entreprise, eh bien, ils rappellent qu'il y a toujours cette constitution de petites baronnies. Voilà, donc du coup, vous avez dit, cela c'est bien, mais ça ne peut pas s'appliquer sur les grands ensembles. C'était ça l'idée. Voilà. C'était la question qui s'est Voilà, soulevée, non mais c'est une question, bien évidemment. Mais je pense que de fait, il y a un processus de mosaïque qui va se faire. C'est-à-dire que les grands ensembles vont de facto, de fait, parce qu'on ne peut plus régler tout à partir du haut. Donc ça va se faire à partir des baronnies, et du coup, convivialité, confiance, retrouveront une force et vigueur indéniable. Bon, merci. Alors, l'atelier 2 qui est sur reconsidérer les organisations du travail. Thierry Bois en était le mentor. Voilà, écoute. Si je parle fort, ça vous va? Non, tu vas parce qu'on enregistre. Ah, vous enregistrez. On enregistre et tu t'assois. La chance. Voilà. 1. Voilà. Alors nous, on a parlé ce matin de bien-être et de forme organisationnelle, et le but c'était de voir les impacts que pouvaient avoir différentes formes organisationnelles et différents niveaux de bien-être sur la performance de l'entreprise. Donc le bien-être, on s'est demandé pourquoi, comment, quels besoins, quel est le coût du bien-être, et sur les formes organisationnelles, on a abordé des thèmes comme donc le bottom-up, l'innovation par le bas, donc ça c'est pareil, les formes de groupes pour mener les groupes projets, et ce genre de choses. Le but était de prouver que ça avait un réel impact sur la performance, et c'est un peu sur ça qu'on s'est porté. Lors des débats, on a bien échangé. La question qui ressort, c'est qui est responsable du bien-être? Est-ce que ça doit être instauré par les managers, par des activités extra-professionnelles, par des lieux au travail? Qu'est-ce qui favorise le bien-être? Qui en est responsable? Qui est le garant? Ou est-ce que c'est justement aux collaborateurs eux-mêmes de mettre en place et de lancer l'innovation? 3 minutes. Ah ben là, c'est le deuxième de la série des 10. Non, mais j'ai calculé que la table ronde va être un peu écourtée. Ah oui. Non, parce que c'est dommage, parce que dans le fond, c'est ça qui est le plus intéressant, plutôt que... Moi, il me semble, parce que, au fond, plutôt que de parler comme ça, là, on est vraiment dans le partage, effectivement. Oui, moi je trouve. Tout à fait. Je trouve, oui. J'ai bien noté. Tout à l'heure, je vais essayer de dire que, excusez-moi, que le mot bien-être n'est plus forcément le plus pertinent. Mais que ce qui va être en jeu, c'est le mieux-être. Parce que le bien-être continue à rester, dans le fond, sur une conception très, très économique. Et dès le moment où il y a un élargissement, ce qui me paraît être en jeu dans la postmodernité, c'est cette idée de mieux-être. Mais enfin bon, c'est pas. Par rapport à ce que vous disiez il y a un instant, 2 mots, innovation et performance. Là encore, revenir à la sémantique. On a oublié dans notre progressisme bené qu'il y avait ce progrès. Alors que, dans le fond, il n'y a de progrès que quand il y a des racines. Le mot innovation, ça veut dire nouveau à partir de ligne, à partir de ce dont on vient. C'est ça, l'innovation. C'est-à-dire, dans le fond, on ne peut faire du nouveau. Moi, j'avais traduit cela par cet oxymore, enracinement dynamique. C'est parce qu'il y a des racines qu'il peut y avoir du dynamisme. Et donc, la performance, eh bien, elle ne va se faire que pour ceux qui reviennent à ces racines.
en la matière, le mieux-être, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, le qualitatif et toute expression de cet ordre. Voilà. Et dans cette perspective de Racine, eh bien, je pense qu'il ne peut plus y avoir un responsable qui va décider de haut à la place des autres. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? Responsable, ça veut dire je réponds de tout, je réponds à la place de tous. C'est ça, responsable. Celui qui répond pour les autres, et qui répond d'une manière, encore une fois, surplombante. C'est le sachant, c'est la loi du père, c'est le chef d'entreprise, qui n'est là, dans le fond, que la forme profane du Dieu surplombant. Et ce qui a marqué, en effet, toute la grande tradition moderne, en tout cas occidentale. Tandis que là, il y a un autre rapport, encore une fois, qui est un rapport, on ne reviendra jamais assez là-dessus, sur l'interaction, la réversibilité, le feedback et tout y quanti, et on voit bien comment, de diverses manières, il ne pourra y avoir de performance que si on s'ajuste à cet esprit du temps qui ne peut plus, qui n'accepte plus ce qui vient simplement du haut, ce qui s'impose. Moi, j'avais un de mes dadas théoriques, c'est le glissement. C'était ma thèse d'État il y a une quarantaine d'années, entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est ceux qui viennent du haut, encore une fois, c'est ceux qui ont qualité d'agir. Hein, c'est le chef, le père, vous voyez, des trucs dans ce genre, le prof, tout y compte. La puissance, c'est ceux qui viennent du bas. Et donc, dans le fond, nous sommes dans un moment où on ne peut plus se contenter, où on ne se satisfait plus de la dimension du pouvoir, que ce soit le chef d'entreprise, la déclinaison du chef sous ses diverses modulations. Mais par contre, quelque chose qui est obligé dans un processus trajectif de prendre en compte ceux qui viennent du bas. Et alors, de ce point de vue, tenez, il y a une image, moi, qui m'a toujours fasciné. Pour ceux qui connaissent le Japon, vous le savez, c'est ce qu'on appelle les trésors nationaux vivants. C'est-à-dire le vieux chef d'entreprise, le vieil ébéniste, le vieux professeur, machin chose, peu importe, qui dans le fond n'a plus de pouvoir exécutif, mais qui a une autorité, c'est-à-dire l'autorité de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, autorité? L'autoritas, c'est ce qui fait croître. Un bon auteur, c'est celui qui fait croître les idées. Et donc, dans le fond, moi je pense que, voilà ma réponse. Il n'y a plus un responsable qui vient d'une manière abstraite, comme ça, imposée par en haut des choses, mais ce rapport où, dans le fond, on va tenir compte de l'expérience, alors des anciens, vous voyez, quelque chose qui, dans le fond, n'est plus de l'ordre de l'exécutif, mais qui apporte les leçons de l'expérience, c'est ça, la vraie innovation. Innovation, c'est véritablement tenir compte, encore une fois, de cette expérience, c'est-à-dire des racines. Voilà un peu comment je pouvais réagir à votre propos. Très bien, merci. Alors là maintenant, c'est le groupe vers la fin des entretiens individuels. Donc je ne sais pas si c'est Fanny, Julien, Anatole ou Marie. C'est Fanny qui a disparu. Elle a disparu, ça y est. Non, elle est là. Donc là, c'est un groupe de Marseille qui a travaillé... et vous allez voir le lien avec le management. Bonjour. Donc nous sommes intéressés avec une grande banque. Plus près. Nous nous sommes intéressés à l'entretien annuel d'évaluation à l'aide d'une grande banque et durant la chaire bien-être et travail. Oui. Nous avons d'abord regardé l'existant. Alors, qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle? Quels sont les débats qui sont posés? Beaucoup d'entreprises commencent à penser qu'il faut revoir cet entretien annuel d'évaluation, voire même le supprimer. Certaines entreprises ont décidé de tout simplement supprimer cet entretien. Et nous avons posé des questions. Nous sommes allés voir les managers et les collaborateurs de cette grande banque et nous avons voulu savoir leur point de vue. Alors, nous avons eu plusieurs résultats, par exemple sur la temporalité. Est-ce qu'une fois par an, c'est ce qui convient? Et il en est ressorti qu'il faudrait diviser entretien de métier, c'est-à-dire quelle carrière
avoir, quel métier pour telle personne. Une fois tous les 2 ans, ça semblerait plus judicieux. Alors que pour un entretien sur les compétences, les objectifs, etc., une fois par an, avec des entretiens informels tout au long de l'année pour pouvoir garder des souvenirs de ce qui se fait au jour le jour. Et ces entretiens informels, un minimum formalisé quand même, pour garder une trace écrite, serait une fois par trimestre environ. Voilà pour la temporalité. Ensuite, c'est posé la question de la notation. Est-ce qu'il faut, comme à l'école, continuer à noter? Alors là, dans cette grande banque, les notes vont de 1 à 4, sachant que 4, c'est maîtrise parfaitement son travail et qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette notation. Est-ce qu'on peut ne pas augmenter la notation chaque année pour un collaborateur? C'est déprimant, c'est pas motivant, etc. Par rapport à tous ces problèmes, les managers ont tendance à vouloir supprimer la notation. Les collaborateurs, ils semblent tout de même attachés parce que ça a un lien avec la part variable, c'est-à-dire une revalorisation pécuniaire à la suite des notes. Et les managers voudraient, eux, supprimer ce lien entre notation, donc pouvoir mettre une note à quelqu'un sur des valeurs qui sont prédéfinies dans un outil, et donc une revalorisation pécuniaire. Ensuite, se sont posées plusieurs questions et pour couper court, voilà, il faudrait revoir cet entretien, revoir surtout l'outil. Et ce matin, nous avons eu un débat très intéressant où sont sorties plusieurs idées auxquelles nous n'avions pas pensé. Les managers de cette grande banque n'avaient pas pensé non plus. Par exemple, faire des entretiens thématiques. Donc, par exemple, 4 fois par an, aborder des thèmes différents. Par exemple, l'évolution de carrière ou des compétences précises, etc. Donc, je pense que nous allons continuer à réfléchir là-dessus parce que ça me semblait très intéressant. Moi, j'ai strictement rien à dire là-dessus, quoi. Enfin... Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, d'une manière hagarde. C'était à Marseille, au truc? Oui, tout à fait. Quesaco. Il y a une question. Non, attends, je vais te dire, je vais dire des bêtises. Ah, vas-y, dis des bêtises. Juste avant, bien-être et travail, on est dans... Tu as compris que pour moi, le mot bien-être ne signifiait plus grand-chose, l'expression et le travail encore moins. Donc, de toute façon... Mais on est dans un moment où, soyons clairs, moi je peux me payer ce luxe de dire ce que je viens de dire. En fait, concrètement, on est obligé d'employer ces mots. Voilà, et bien d'autres, du même ordre. Il faut tout simplement avoir une attitude un peu cartésienne par rapport à ça. Il faut ruser. Je ne peux pas ne pas employer ces mots. Après, comment je vais me dépatouiller par rapport à ça? En gros, c'est ça. Comme ça, tu auras des financements, je suppose. Donc, exactement. De la banque en question. Mais dans le fond, j'espère qu'il n'y en a pas de représentants ici, ou plutôt, j'espère qu'il y en a. Dans le fond, ça me fait penser, ce sont des dinosaures, quoi. Vous savez, les dinosaures, ils crèvent quand ils ne sentent pas le changement climatique en gestation. C'est pour ça qu'ils ont demandé notre aide pour pouvoir changer. Alors, aidez-les. Parce que dans le fond, la notation, voilà, ça va plus, quoi. Hein, voilà, ça va plus du tout. La temporalité, bien évidemment, il convient non pas de faire ces trucs qui se donnent l'ordre du projet, 2 ans, machin chose, 6 mois, voilà. Non, mais de savoir que tout cela se fait en flux tendu. Parce que, je ne vais pas le dire tout à l'heure, mais moi c'est une de mes grandes idées concernant la postmodernité, c'est le présent. C'est plus le projet, c'est plus le futur, c'est vivre au présent, c'est l'instant éternel. Donc du coup, il va falloir aussi ajuster le management à cet instant éternel. Parce que l'air du temps est ça. Que donc, encore une fois, dinosaure, hein, si je ne m'adapte pas au climat, je crève. Voilà. Donc, même cette temporalité, elle ne pourra se faire... C'est pas facile ce que je dis, hein, parce qu'on sait gérer le futur, à quelque niveau que ce soit. Bien évidemment, on a été formé par cela, dans l'éducation, dans le social, dans le politique, dans l'économie, etc. Et il se trouve que cette prédictibilité, qui était la grande tension du projet, eh bien, n'est plus en phase. Quand à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, moi. C'est le présent qui prévaut. Donc, tu vois, la temporalité, là aussi, il va falloir bien les aiguiller en la matière. Le dernier point, moi, qui me paraît important, et là, de ce point de vue juste,
c'est ce procès. Vous avez dit thématique. Hein, alors ça, voilà, ça me paraît important, c'est-à-dire des échanges. L'échange. J'insiste là-dessus, c'est le mot peut-être par excellence, avec celui de partage. C'est-à-dire que dans le fond, on ne peut plus fonctionner à partir de ce qui impose en fonction du lointain. C'est ça le projet. Hein. Le chef d'entreprise avait ce projet lointain et donc ajusté en fonction de cela, notation, machin chose, etc. Cela ne peut plus se faire parce que l'esprit du temps n'est plus à ça. Par contre, l'échange, c'est comment je réagis à ce qui se présente maintenant. C'est ça l'échange. Et du coup, il y a encore une fois le feedback. Il y a la réversibilité. Voilà. Merci. Quatrième atelier, évolution hiérarchique et motivation. Donc c'était l'atelier de Jean-Pascal Arnaud. Et je ne sais pas qui est là. Ben, tu viens. Mais de manière évidente, c'est bien ça qui est l'enjeu aujourd'hui. C'est la façon dont le dialogue va s'introduire dans le quotidien et dans la notion de feedback. Essentiel. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de faire un entretien avec le DRH de Mazars, dont il y a son adjointe qui est ici. Et donc, il disait très justement que chez les jeunes générations, il y a 3 dimensions. Fun, learn, feedback. Et que si l'entreprise ne développe pas ces 3 dimensions, eh bien les jeunes, ils ne sont plus là. Ils recherchent le fun, le plaisir, s'éclater, apprendre, et puis le retour constant. Besoin d'avoir effectivement l'effet feedback. Allez, ce 4e atelier. Oui, bonjour tous. Je pense que la plupart d'entre nous, on s'est déjà vu. Et on s'est déjà parlé même. Et notre thématique, ça commence. Ouais. Ça commence par une question de motivation. En tant qu'un jeune, ça nous pose premièrement la question sur motivation. C'est que j'ai eu une expression aujourd'hui, vient de monsieur qui est là, au milieu. C'est que le principe, c'est vous pouvez acheter mes bras et mes jambes, mais vous n'aurez pas mon cerveau à ce prix-là. C'est-à-dire c'est un genre de perte de motivation, parce que c'est un genre d'irresponsabilité d'aujourd'hui. À partir d'un moment, on cherche quelque chose qui est, par exemple, notre génération, on cherche quelque chose qui est plus que la rémunération de l'argent. Comme monsieur il avait dit, fun, learn and feedback. Ça, c'est pour nous, c'est important. Donc, c'est ça qu'on cherche quand on commence à travailler. Et peut-être, on peut dire, c'est notre rêve, même qu'il y a les contraintes de la vie, on doit acheter un appartement, la voiture. Et on a trouvé une solution pour résoudre la motivation, c'est une hiérarchie horizontale. Il faut qu'on précise que ce n'est pas une raison, ce n'est pas la cause, c'est un résultat. Pour nous, c'est quand on a horizontalisé, on a mis la prise de décision en horizontale, peut-être ça supprime la hiérarchie. Et la prise de décision en collectif, c'est ce qu'on appelle. On utilise le savoir collectif pour prendre les décisions. Et ça, il nous manque une confiance sur notre employé. Surtout par rapport à la dimension de l'entreprise, quand on n'est pas nombreux, on aura besoin de former notre employé. Quand on est nombreux, on peut peut-être découvrir les talents qui existent, mais on n'a pas utilisé dans notre entreprise. Et après, ça rend les gens plutôt responsables quand ils comprennent mieux comment ça fonctionne. Et quand ils participent, ils vont trouver un sens dans leur travail. Et pour moi, pour répondre à notre thématique du pouvoir à l'autorité, comment secouer le cocotier. Ouais. En fait, pour moi, l'autorité, comme vous avez défini, c'est de faire croire. Pour moi, je définis dans le poste au milieu de travail, c'est le savoir. C'est en référence de notre savoir et expérience, on a l'autorité. On a l'influence sur les autres quant à la prise de décision. Donc c'est ça qu'on avait parlé un peu. Et on sait que
aujourd'hui, il y a certaines entreprises, c'est une tendance qui sont entre horizontales et pyramidales. En fait, leur hiérarchique, actuellement, les postes, ça reste pas changé, mais la prise de décision a déjà changé. C'est ça, on a recevoir beaucoup de comme un feedback à part de notre recherche, mais dans la vie réalité, on a échangé beaucoup avec vous. Voilà. Très bien. C'est le 5e. Hein. Nathalie. En fait, vous avez raison, il ne faut plus que je parle parce que ce n'est pas la peine. Tout ce que j'ai à dire, ils l'ont dit, non ? Ça marche. Ouais. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que vous voyez, c'est un peu comme le vieux savant qui a écrit une équation et puis cette équation, moi je sais faire que l'équation, je ne sais pas faire autre chose. Mais c'est intéressant de voir qu'une équation, ça marche. Voilà, c'est beau. Ça va. Bon. Alors, motivation. C'est vrai que ces mots sont intéressants. Nous, on avait fait dans mon centre une étude pour le MEDEF. Hein, j'en avais parlé à Bordeaux, je crois, non ? Sur le turnover des cadres. Hein. Ouais. Et ce qui ressortait, c'est que justement, ce n'était pas un intérêt salarial, tu n'achèteras pas mon truc, mais c'était là-bas, par Internet, je sais que c'est cool, c'est fun, etc. Et que donc, dans le fond, ce turnover reposait sur ce truc que le taylorisme ne peut pas gérer. Et du coup, les écoles de commerce qui continuent à rester sur Taylor, c'est des dinosaures. Hein. C'est-à-dire que dans le fond, on leur en crevé très vite, le plus vite possible d'ailleurs, j'espère. Hein. Bon. Enfin, tout. C'est un bon... de toute façon. Mais par contre, c'est justement quelque chose qui va mettre l'accent sur ça. Le cool, le fun. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose... La motivation, elle est là. Moi, mon équation, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est il n'y a de compétence que si je sais mettre l'accent sur l'appétence. Susciter de l'appétit. Et que c'est si je sais susciter l'appétit, c'est-à-dire des trucs, dans le fond, qui peuvent être assez loufoques, hein, le festif, le ludique, l'onirique, voilà, des catégories de cet ordre, qui, dans le fond, vont... Donc ça, c'est de l'ordre de l'appétit. Et je serai performant, je serai compétent que si je sais utiliser ça. Donc c'est un peu cela, l'idée de motivation. Je ne peux plus motiver uniquement à partir du fric. Il y a une dimension. Ouais. Je ne dis pas que l'argent ne compte pas. On ne va pas être là, des niais là-dessus, hein, soyons clairs. Mais que, dans le fond, il y a intérêt... moi, c'est ce mot que j'aimerais que vous reteniez de tout ce que j'essaie de dire. C'est l'entièreté. L'entièreté de l'être. Non pas un morceau, c'est-à-dire simplement le cerveau. Ça, c'était la vieille catégorie occidentale. Hein, c'est un morceau, là-haut. Hein, moi, pour les gens de mon âge, le processus d'éducation, c'était de dire « tiens-toi droit ». Tiens-toi droit, ça veut dire ce qui est valorisé, c'est là-haut, c'est le cerveau. Et non, c'est le corps en son entier. Le corps, c'est ça la motivation. Hein, c'est-à-dire mettre en jeu des éléments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est ce mot, moi, qui en effet m'est cher, maintenant je vois qu'il est de plus en plus repris, l'horizontalité. L'horizontalité, c'est plus la verticalité du cerveau. Ce sur quoi, je rappelle, Taylor avait fait le management, avait fondé le management. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui venait du haut à partir de cette schizophrénie qui était le cerveau. L'entièreté, ben oui, c'est l'essence. Oui. C'est les affects, c'est les passions, c'est les émotions. C'est tous ces éléments, à bien des égards, immatériels. Et cela se vit, dernier point de ce que tu as souligné, quelque chose, là aussi, qui est indéniable, dont on ne peut pas faire l'économie, qui est ce... Alors, je vais corriger le mot, encore une fois. Savoir collectif. Hein? Alors, non, j'aime pas le mot savoir, je te le dis de suite. J'aime pas le mot savoir. Comme tous ces mots qui me paraissent impertinents. Ouais. Non, je préfère le mot connaissance. Hein, parce que connaissance, oui. En latin, tu comprends bien le latin, hein? Oui. Voilà. Cum nascere, ça veut dire naître avec. Donc il y a un processus. Naître avec. Tu nais, naître avec. Naître avec. Cum nascere. Naître. Co-naître. Oui. Donc il y a dans la connaissance quelque chose qui est beaucoup plus interactif. Alors que le savoir a toujours une conception paranoïaque. Ça veut dire on l'apprend.
Non, le savoir, la paranoïa, les grands paranoïaques sont des gens qui ont un gros savoir, sont des grands rationalistes. En grec, paranoïein, ça veut dire penser par en haut. Paranoïein, la noétique, ça va. Alors, et donc le savoir, c'est celui qui, dans le fond, encore une fois, est vertical. Oui. Alors que ce qui se passe sur Wikipédia, sous le wiki, sous ses diverses formes, c'est une connaissance qui se partage. Encore le mot partage, tu vois. Donc c'est ça qui est en jeu. Et de fait, cette dimension du partage, elle est collective. Et ça, c'est un des éléments que nous avons à apprendre. C'est un des éléments que je dirai tout à l'heure, de ce qui me paraît être l'orientalisation du monde. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'orientalisation du monde ? C'est justement quelque chose qui va mettre l'accent sur l'équipe, la communauté, le groupe, enfin peu importe. Alors que la tradition occidentale, c'était celle de l'individu qui savait et qui imposait son savoir. L'idée de la connaissance repose essentiellement sur un partage, sur connaître. Je ne nais qu'à partir de l'autre. Et ce qui se passe sur Wiki, disons sur l'horizontalité des réseaux, c'est une connaissance. Voilà ce que je veux dire. Et donc, de fait, ça aussi, ça a de l'influence, bien évidemment, sur... Dernier point par rapport à ce que tu disais, là encore, une petite précision sémantique, mais je pense qu'il est important que vous la compreniez, celle-ci. Le sens du travail. Dans notre tradition, alors là, je dis bien dans notre tradition occidentale, le sens a toujours deux connotations. Ça signifie la finalité, le but, ou ça signifie la signification. Le mot sens. C'est soit la signification, mais n'a de signification que ce qui va quelque part, ce qui a une finalité, un but. Or, comme il me paraît que moi, le but, c'est fini, enfin que le projet n'a plus de sens, etc., donc du coup, il faut redonner au mot sens ce qui est sa vraie signification, c'est-à-dire la signification, ce qu'il signifie dans le moment, non pas ce qui se projette, forcément. Et de fait, je pense qu'il y a quelque chose dans l'action, qu'il y a dans la création, une manière de se comporter par rapport aux autres et par rapport au monde, mais qui n'est plus en termes de finalité, qui est en termes de signification. Et donc, du coup, si on sait mettre l'accent sur la signification, tu vois ce que je veux dire, la signification, non pas, encore une fois, ce qui est lointain, eh bien là, on va motiver de l'énergie. C'est là qu'on peut, en quelque sorte, rassembler les morceaux. On va faire qu'il y ait collectivement une énergie qui va se focaliser, je dis bien, non pas sur un but lointain à atteindre, mais au contraire sur ce que je vis avec d'autres ici et maintenant. Très bien, merci beaucoup. Alors, le groupe 5, Management interculturel, merci. Le groupe de Jacques Gourmelon. Donc, voilà, donc un nouvel échange. Bonjour. Alors nous, notre problématique sur le management interculturel, c'était allons-nous vers une norme de management ou alors est-ce qu'il faut jouer la différence ? Donc pour tenter de répondre à cette question, on s'est interrogé dans un premier temps sur le poids de la culture dans différents pays, dans les différentes zones géographiques, où nous avons pu constater aussi que certaines entreprises n'avaient pas réussi justement à s'implanter dans d'autres pays, d'autres zones géographiques, parce qu'elles n'avaient pas assez pris conscience du poids de la culture, des habitudes de consommation et tous ces autres facteurs. Et concernant les pratiques managériales, nous nous sommes rendus compte que pour gérer une équipe multiculturelle, généralement le dirigeant d'entreprise ou le responsable devait créer un sentiment d'appartenance et fixer un objectif commun afin de structurer le travail à faire et d'orienter le processus, parce que ce sont trois valeurs qui se retrouvent
lorsque des personnes issues de milieux différents, sont appelées à travailler. Je dis ça parce que, par exemple, les Allemands n'ont pas la même façon de travailler que les Espagnols ou les Américains ou les Français. Et donc il était essentiel justement d'essayer de fixer une sorte de process. Et voilà, pour gérer ces différences culturelles, on a aussi pu voir que plusieurs entreprises organisaient parfois des séminaires, organisaient parfois des team building, organisaient parfois des événements où les employés de l'entreprise pouvaient apprendre à mieux se connaître pour travailler ensemble. Donc voilà un petit résumé de ce que nous avons pu voir. Donc maintenant nous attendons votre tour sur notre... Je réagis, mais enfin... Je pensais, en vous écoutant, à cette... quand Braudel parle de ce fameux écosystème, hein, c'est-à-dire comment les divers éléments interagissent les uns par rapport aux autres, etc. Il montre dans le fond comment, dans l'Antiquité, celui qui pouvait être politique, c'est-à-dire gérer la cité, c'était celui qui savait gérer sa maison, faire son ménage. Donc il pouvait manager après la cité. Et de la même manière, il montre que justement, on ne peut faire le ménage, c'est ça, manager, qu'en fonction du moment, en fonction de ce qui se passe. Alors, reprenons encore cette dichotomie, hein, ça vaut ce que ça vaut, bon. Mais comme ça, d'une manière un peu simplette. C'est sûr que ce qui a été la grande spécificité, et d'ailleurs à bien des égards, bon, on ne va pas cracher dans la soupe, enfin un élément pas négligeable de la modernité, c'est l'universalisme. Qu'est-ce que c'est que l'universalisme? C'est dans le fond réduire l'autre au même. Comment ce qui s'est concocté dans un petit canton du monde, l'Europe, eh bien, on va l'exporter dans le monde en son entier, à quelque niveau que ce soit, management compris, gestion comprise. Mais dans le fond, ce fut là, encore une fois, hein, une idée, une belle idée qui a constitué la modernité. Il se trouve que, bon, ça a fait son temps, tout passe, tout casse, tout lasse. Et qu'il y a de diverses manières le retour à quelque chose d'autre. Peut-être que j'arriverai à faire parler tout à l'heure Edgar Morin là-dessus, mais il a une très belle idée. Il dit « uni-diversité ». C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui fait que, oui, on va rassembler les morceaux, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on discute, etc. Mais en même temps, eh bien, il faut respecter cet autre en tant qu'autre. C'est dans le fond, là, peut-être un des éléments. Vous savez, je crois que le grand problème de notre espèce animale, de quelque manière que ce soit, c'est la gestion de l'altérité. À certains moments, cette gestion de l'altérité se fait par la négation de l'autre, plus ou moins violemment, etc. À d'autres moments, c'est au contraire un ajustement par rapport à l'autre. C'est ça, tu vois. L'universalisme, on nie qu'il y ait de la diversité. L'unidiversité, c'est que ça tient ensemble, mais en même temps, je reconnais qu'il y a quelque chose, qu'il y a du multiculturalisme, enfin, etc. Et je crois que c'est cela qui me paraît important. Cette acceptation qui ne va pas se faire d'une manière aisée de ce multiculturalisme. Regardez comment, dans le débat actuel en France, par exemple, il y a une espèce de méfiance vis-à-vis du polyculturalisme, multiculturalisme, etc. C'est violent, hein, c'est violent même, etc. Mais c'est un combat d'arrière-garde, parce que c'est inéluctable. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que, bien évidemment, vous voyez, moi je le dis de la manière suivante, pour bien comprendre la postmodernité, il faut comprendre qu'il y a à la fois la McDonaldisation du monde et le retour du cassoulet. Voilà. Alors, appelons-le comme on veut, le cassoulet, hein, bon, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire ça la feijoada, le sushi, le bake-off, peu importe, quelque chose qui va renvoyer à la diversité, à la spécificité, à la particularité. Voilà. Et cela, comme nous sommes
habitués justement à avoir le rouleau compresseur de l'uniformisation, de l'universalisme, des droits de l'homme et autres. Je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Tiens. Comme il y a tout ça qui continue à rester, eh bien, on a du mal à accepter qu'il puisse y avoir au contraire. Alors, le terme que vous avez employé, moi, me paraît important. Moi, c'était une expression que j'avais employée il y a fort longtemps quand j'avais écrit mon livre « Le temps des tribus ». Sentiment d'appartenance. Et de fait, on ne peut penser, encore une fois, cette unidiversité que si on reconnaît qu'il y a du sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, là encore, quelque chose qui nous chagrine, je le reconnais. Hein, le fait qu'il y ait, moi j'avais fait exprès d'employer ce mot pour provoquer à l'époque, il y a de la tribu. Il y a des tribus. Voilà. Et il faut se dépatouiller par rapport à ça, il faut savoir l'intérêt. Voilà un peu mes réactions. Hein. Donc, de fait, il ne pourra y avoir de ménage, de gestion, de management, que si je sais m'ajuster à cet esprit du temps qui, encore une fois, ma position est de fait. De facto, de fait, eh bien, elle est diversifiée. Et que là, il y a quelque chose qui est inéluctable, des réaffirmations de cultures spécifiques, et que c'est si je sais m'ajuster à ces cultures qu'il y aura de la vraie gestion. Je vous remercie. Le groupe sur le management intergénérationnel, à la fois avec Claude Mounier et puis Emeline Bourgoin. Alors, bonjour à tous. Alors nous, en tant que groupe sur le management intergénérationnel et la numéricie, on a choisi d'aborder la question du renforcement de la cohésion au sein d'équipes composées de plusieurs générations. Alors pour cela, on a utilisé différents axes, et notamment on a pu étudier, grâce à nos visites, les rapports entre les générations et leur vision croisée sur les générations différentes. On a également pu voir les différentes problématiques auxquelles étaient confrontés les managers chargés de gérer des équipes multigénérationnelles. Et enfin, on a pu voir les solutions et les stratégies qui étaient adoptées par ces différents managers. Donc, parmi ces solutions, on trouve le kick-off, le reverse mentoring, dont a été abordé tout à l'heure, et le tutorat. Et là-dessus, c'est sur ça qu'on a pu appuyer nos bases de recherche et nos différents travaux. Voilà ce qui résume l'atelier de ce matin. Voilà. Alors, comment renforcer la cohésion au sein d'entreprises composées de générations différentes ? Le seul élément sur lequel je pourrais dire quelque chose, c'est le dernier mot que vous avez employé, tutorat, qui correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure. Dans le fond, on ne peut plus rester sur un schéma, encore une fois, qui est le schéma éducatif, mais qu'il y a un processus d'initiation. Le tutorat, c'est cela, finalement. Bon, on va trouver des mots, que j'ai bien dit. On est dans un moment où il faut chercher, essayer des mots, etc. Tutorat en est un, c'est-à-dire, dans le fond, un processus d'accompagnement. Non pas d'imposition, mais d'accompagnement. Mais là aussi, c'est un des leitmotifs que l'on dit depuis tout à l'heure, le propre du tutorat, c'est que justement, il ne peut pas simplement imposer un savoir, mais qu'il y a cette réversibilité, ce retour, cet échange, peu importe. Alors ces mots, certes, parfois ont un relent de bons sentiments, même peut-être un peu moraliste. Moi, je considère que c'est plus que du moralisme, c'est une conception éthique du monde. Ethos, c'est du ciment, c'est-à-dire ça fait tenir ensemble. Est-ce que vous ne considérez pas justement que ce tutorat, dans un management post-moderne, paraît un petit peu dépassé, le fait qu'on doive que des générations donc plus vieilles comme les baby boomers apportent leur savoir-faire aux générations X et Y, et qu'il n'y ait pas ce double échange?
éviter ces expressions tout à fait sottes. Génération X et Y, ça c'est un truc de journaliste à mort-moelle-neu, donc c'est vraiment pas aucun intérêt. Il les emploie de plus souvent. Quand vous entendez ça, vous gommez, vous ne lisez plus la personne qui a employé génération X, Y, Z, etc. Voilà. Je ne vais pas te dire des choses à la place, non, mais je vais essayer de t'expliquer plus profondément. Bon. C'est-à-dire, on n'a pas à être des fournisseurs d'épithètes. C'est ceux qui n'ont rien à dire qui fournissent des épithètes, les journalistes en particulier. Non, l'idée d'intergénérationnel est quand même pas inintéressante. C'est la chose suivante. Alors, je sauvegarderai du coup le tutorat quand même. J'ai bien entendu ta critique, mais je le sauvegarderai tout de même. Comment dire cela ? Encore une fois, chaque époque a dans le fond une figure emblématique. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. C'est pour ça que tout à l'heure je m'en vais. Je ne fais pas ma conférence. Tu es en train de la faire là. Je suis en train de la faire. Une figure emblématique. Et la grande figure emblématique moderne, c'est justement, moi j'ai dit souvent, l'adulte sérieux, rationnel, producteur, reproducteur. L'adulte. Et donc, dans le fond, on a là la figure emblématique autour duquel vont s'agréger les manières d'être, la politique, le social, le management et tutti quanti, les institutions de diverses manières. Mon hypothèse, c'est de dire que ce qui va être la figure emblématique postmoderne, c'est l'enfant éternel. Donc non plus, encore une fois, cet adulte sérieux, machin chose, etc. Mais au contraire, le fait qu'on veut s'habiller jeune, on va se comporter jeune, parler jeune, etc., etc., etc. Et c'est pas la première fois dans les histoires humaines qu'il y a ce mythe. D'ailleurs, ça a un terme latin, c'est le mythe du puer aeternus, l'enfant éternel. Et de fait, le retour des dimensions ludiques, festives, de la cosmétique, n'importe quoi, traduisent, pour moi, sont des indices, dans le fond, de cet enfant éternel qui reprend une force et vigueur indéniable. Voilà. Chaque fois qu'il y a la mythe de l'enfant éternel, alors restons sur le latin, quand tu as le puer, il y a toujours le senex, le vieux. Et que c'est cette dialogie entre le puer et le senex, le vieil homme et l'enfant, qui est quelque chose d'intéressant. Voilà ma réponse. Donc il y a quand même quelque chose qui fait qu'on a besoin de l'expérience. J'ai bien entendu. Il y a l'expérience. Mais que cette expérience, en quelque sorte, elle donne une reviviscence à cet enfant éternel. Voilà. Et le tutorat, c'est ça. Alors, pour tout dire, moi, j'aime pas le mot. J'ai dit, on peut le savoir. On dit mentor, nous. Alors, mentor, c'est pas mal, c'est bien. Quelque chose qui... Non, mais il faut trouver des mots, c'est certain. Je veux dire par là, quelque chose qui fait qu'il y a en gros, cette interaction entre à la fois l'expérience et en même temps la reviviscence de la jeunesse. Et il se trouve qu'il y a cette dimension juvénile qui est un fait. Je dis bien, parler jeune, s'habiller jeune, cosmétiser, tous les éléments de cet ordre ne font que traduire extérieurement ce qui est dans l'esprit du temps. Et là, cela aussi va bien sûr se traduire dans l'intergénérationnel. Mais tu as compris, X, Y, Z. Alors il y a maintenant l'atelier 7, aménager l'espace-temps. Bonjour. Donc nous, on a travaillé sur co-créer l'entreprise conviviale et performante de demain en aménageant l'espace et le temps. Et en aménageant l'espace et le temps. Et donc on a décidé d'axer essentiellement notre travail sur l'espace pour redonner sur l'espace plutôt que le temps pour redonner de la pertinence au lieu. Et ce qu'on en a retenu, c'est 3 mots essentiels qui sont festif, ludique et onirique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça y est, c'est tout ? Du coup, on voulait votre avis sur ces 3 mots fondamentaux. Non, je ne vais pas revenir sur cette dimension-là. Je crois que ce sont en effet des catégories que l'on mettait en quelque sorte derrière le mur de la vie privée, ou alors qui étaient réservées à l'enfance, en effet, mais qui ne devaient pas contaminer l'espace public et en particulier l'entreprise.
Et là, encore une fois, d'une manière, je dirais, ce que je dis est tout à fait empirique. C'est-à-dire, empiriquement, on se rend compte, et quand on discute, et moi, ça m'a fasciné quand j'ai discuté avec des chefs d'entreprise, voyant qu'ils étaient obligés d'intégrer ces dimensions. Je dis bien obligés. Pour avoir, encore une fois, la performativité, pour avoir la compétence et tout ce qui compte. Donc je crois que c'est un élément important. Mais restons d'un point de vue philosophique sur les deux premiers mots que vous avez employés tout à l'heure. Je dis philosophisme parce que c'est celui qui, dans le fond, a été, dit-on, et à juste titre, le penseur et le philosophe de la modernité, qui est Emmanuel Kant. Et qui montre bien que ce qu'il appelle ses catégories essentielles, c'est l'espace et le temps. Or, il se trouve, encore une fois, que pour rester sur la dichotomie qui nous occupe ici, ce qui a été le propre de la modernité, c'est le temps. Ne l'oublions pas, tout au long du XIXe siècle, que s'élabore cette grande et belle idée hegelienne, la philosophie de l'histoire. On ne va penser en quelque sorte quoi que ce soit qu'en fonction de cette temporalité à venir. Alors ça va se décliner de diverses manières. J'ai bien dit philosophie de l'histoire qui va devenir le mythe du progrès, par exemple. Un truc inéluctable, c'est-à-dire on est hommes et femmes de progrès parce que c'est le temps qui évolue de telle ou telle manière, etc. Bon, et encore une fois, c'est là-dessus que s'est élaboré effectivement toutes nos institutions, le sachant, ne le sachant pas. L'espace avait toujours une dimension qui était fondamentalement réactionnaire. Quand Marx développe dans tout le Capital, il montre l'esprit de la vie le rend libre. Stadtluft macht frei. C'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce que c'était que l'esprit de la ville ? C'est ceux qui déracinaient, ceux qui faisaient qu'on n'avait pas de la glèbe aux pieds, qu'on n'était pas des pecnos, etc., etc. On va le décliner de diverses manières. Donc, dans le fond, c'était l'histoire. La ville, c'est l'histoire. Et il y a eu une méconnaissance et, dans le fond, une dévalorisation de l'espace. Puisqu'aussi bien l'espace enracinait, l'espace ne nous faisait pas des hommes ou des femmes du progrès, etc. Moi, mon hypothèse est de dire qu'il y a retour de l'espace. Et que alors, je prends l'expression d'un de mes maîtres, Gilbert Durand, qui parlait de Einsteinisation du temps. Alors, ça veut dire Einsteinisation du temps. C'est-à-dire comment, en quelque sorte, le temps se contracte en espace. Il donne cet exemple parce que, pour ceux qui ont lu Proust, au début de la recherche, le narrateur trempe sa biscotte, son gâteau, sa madeleine, la madeleine, bien sûr, j'oublie la madeleine, dans sa tasse de thé ou de tilleul, je ne sais pas, et à ce moment-là, se remémore, bien évidemment, le temps, la recherche. Et la madeleine, c'est de l'espace. C'est ça, l'Einsteinisation du temps, c'est-à-dire comment dans cette petite madeleine, il y a du temps qui s'est concentré et il arrive à se remémorer tout y quanti. Bon, et donc dans le fond, moi je pense qu'il y a cette Einsteinisation du temps. C'est-à-dire qu'on a pensé toute chose, un mot très simple par exemple, on a pensé toute chose en fonction de ce mot qui ne veut plus rien dire, c'est pour ça qu'on l'emploie à tire-larigot, le projet. Projet éducatif, projet entrepreneurial, projet machin chose, projet truc, ça, c'est un mot qui n'a plus de sens. Projet, c'est projectum, avec tactique et stratégie pour ajuster ce moyen à ses buts. Et le projet, voilà ce qui est l'histoire. Alors que la vision, en son sens étymologique, c'est rassembler les morceaux, c'est-à-dire cette actualisation, c'est-à-dire l'importance de l'espace. Or, très concrètement, c'est intéressant de voir que, autant par exemple dans l'organisation des lieux de travail, ce qui prévalait était une conception assez haussmannienne, c'est-à-dire un couloir, des pièces adjacentes, etc., un peu comme ce qu'était l'Haussmann de Paris, par exemple. Or, ce qui se passe actuellement, c'est au contraire créer des espaces, open space, feng shui, etc., qui vont, orientalisation du monde, là encore d'ailleurs, qui vont mettre l'accent sur l'espace et pas simplement là, le temps. Pourquoi ? Tout simplement pour créer, en quelque sorte, un écrin où le corps soit bien. Et que c'est si je crée un écrin pour que mon corps soit bien, qu'il sera productif. C'est ça l'espace. Non pas la négation de l'espace en fonction simplement du temps, de l'histoire, mais au contraire, savoir qu'on est de cette terre-ci. On est de ce monde-ci.
et que jusque y compris le management ne pourra pas faire l'économie. Donc vous avez bien fait d'insister sur l'espace. C'est ça qui est projectif. Merci beaucoup. Alors, posture managériale face au changement. Voilà. Bonjour. Donc nous, en nous questionnant sur la posture managériale, on a eu 2 grandes thématiques qui sont ressorties. Donc c'était en quoi la posture managériale permet-elle de faciliter la transmission des savoirs et d'encourager la prise d'initiative. Donc, vous m'entendez mieux comme ça ? D'accord. Donc du coup, pour la méthodologie employée, on s'est essentiellement basé sur des revues de littérature, donc transmises par notre mentor Arnaud Lacan. Et on a également fait des visites en entreprise, donc la MGEN, les vignerons de Uzé et l'entreprise Poult, qui est une entreprise libérée. Donc pour répondre à cette question, on s'est basé sur les notions de différence entre la personne et l'individu, donc que vous développez, la fin de la relation du petit chef, donc avec les ordres transmis et simplement appliqués, et la notion de confiance et de bienveillance, donc du manager vers ses collaborateurs. On a aussi développé d'autres notions d'accompagnement, donc plus de l'évolution du management vers le coaching, plus que simplement le contrôle et les donneurs d'ordre, et également sur le leadership, donc l'autorité naturelle qui est censée émaner des managers, mais qui peut aussi se développer. Et on a aussi donc fait une deuxième problématique, une deuxième piste de réflexion, et c'était en quoi l'environnement organisationnel et les avancées techniques permettent-elles de faciliter la transmission des savoirs et d'encourager la prise d'initiative. Donc on était d'accord pour dire que c'est le lieu qui fait aussi partie, comme ça a été développé dans d'autres ateliers, le lieu qui peut faire le lien avec les notions de convivialité et de bien-être, enfin de mieux-être du coup, et également de favoriser les échanges et les débats. Il était aussi question des équipes libres et du droit à l'erreur, donc pour que les salariés progressent par eux-mêmes, et des nouvelles formes de communication. Tout est dit. C'est intéressant d'avoir votre avis quand même. Vous voulez que je dise quelque chose ? Ben oui. Vraiment ? Non, parce non, que il veut dire que beaucoup de choses a déjà été dit, hein, mais oui, sur la personne, non, mais bien sûr, sur oui, l'expérimentation et le bricolage. coaching. Non, là tout à l'heure, ce que je disais sur l'espace, vous l'avez repris. Pour moi, le lieu fait lien. Bon, en jouant sur le phonie, je trouve que c'est important d'être attentif à ce lieu. C'est-à-dire, c'était considéré comme étant, dans le fond, de peu d'importance, même frivole. Or, on se rend bien compte que c'est parce que justement, on renvoie, le lieu fait lien, vous voyez, ça veut dire, tiens, je vais le dire d'une manière un peu plus sophistiquée, ça revient à mettre l'accent sur la figure de Dionysos. Vous avez compris que pour moi, Dionysos était la figure importante. Dionysos, dit-on, les historiens des religions rappellent que c'est un dieu qui est chtonien. Chtonien, ça veut dire autochtone, hein, chtonos, de cette terre-ci, de l'espace. Et donc, dans le fond, le fait qu'il y ait dans l'esprit du temps cette dimension hédoniste, le corps, etc., toutes ces dimensions mettent l'accent sur cette dimension chtonienne, c'est-à-dire l'espace, à bien des égards. Et donc, là encore, dans le fond, je le rappelais tout à l'heure en citant Marx, toute la modernité avait consisté à déraciner. Et là, il y a de diverses manières ce réenracinement, hein, qui va être en effet la convivialité, alors le bien-être ou le mieux-être, peu importe là-dessus les expressions. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est plus simplement l'homme du besoin qui est important, mais l'homme du désir. Et que c'est ce passage ou ce glissement, parce que ce n'est pas aisé, du besoin au désir qui est en jeu, bien évidemment, dans cet espace. Le coaching, ce n'est pas autre chose. Voilà. Deux éléments par rapport à ce que je viens d'entendre. Il faut insister quand même toujours là-dessus. Dans ces moments de mutation, hein, je rappelle que c'était un des éléments par lequel Jean-François Lyotard, dans son livre qui s'appelle « La condition postmoderne », avait mis l'accent sur la fin des grands récits de référence. C'est-à-dire on ne peut plus se contenter de grands systèmes de pensée.
c'est le débat, c'est le questionnement. Oui, c'est-à-dire, non pas, encore une fois, se satisfaire de ces choses comme cela surplombantes, mais un processus d'interaction. Encore une fois, on revient. La question, le débat, et non plus encore... Et ça, c'était l'idée, la belle idée de Jean-François Lyotard. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'il fait ce livre qui s'appelle « La condition postmoderne », c'est paru en 1972, aux éditions du Seuil. Et moi, je me souviens, comme si c'était hier, quand j'ai assisté à sa présentation de ce livre. Et ce livre était une commande d'une entreprise québécoise. J'ai oublié lequel, Hydro-Québec, je crois. Hydro-Québec. Qui, justement, pour penser son management, va financer ce philosophe qui, par après, va sortir ce livre, La condition postmoderne. Et il leur explique, il dit rien, il dit, la postmodernité, c'est la fin des grands récits de référence. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire des grands systèmes interprétatifs qui donnent la réponse. Et que c'est quand il y a déjà cette réponse, qu'il n'y a plus possibilité de questionnement et donc de débat. Voilà un peu, moi, ce que je pouvais dire. Juste la dernière chose, vous direz abusés qui font du bon vin, quand même. Hein, donc... Alors là, c'est une thématique que nous n'avons pas abordée du tout. Il est 16 heures. Ce que nous allons faire, on va modifier légèrement, mais je vois comment on va pouvoir le faire. Quand Edgar Morin va être là, tu feras peut-être une intervention préliminaire et puis plutôt courte, et comme ça permettra de grignoter 40 minutes. Bon, alors très bien. Eh bien, c'est très bien. Non, la question, parce que la question sur le sacral, donc je ne sais pas où est... Oui, ben voilà. Sacral, sacré et consommation. Donc c'est une thématique, je dirais, maphésonienne s'il en est, de la question des tribus, et on en parlera avec Jean-Paul Richard tout à l'heure, la façon dont effectivement cette dimension de la consommation est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé et sur lequel les sciences de management, tu as beaucoup apporté aux sciences de management. Merci. Bonjour à tous. Alors nous, on a travaillé sur le sacral, sacré et consommation. Alors en fait, l'idée générale, c'était de savoir comment les marques en fait arrivaient peu à peu à remplacer les religions traditionnelles dans l'esprit des consommateurs. Donc en fait, il y avait l'idée que les marques en fait prenaient de plus en plus d'ampleur dans la vie des personnes, qu'en fait elles permettaient aux gens de créer leur identité, de fédérer en fait de véritables communautés autour d'elles, et qu'elles prenaient de plus en plus en fait les codes de la religion, notamment au travers en fait parfois de journées qui leur étaient consacrées, comme par exemple comme on le fait pour les saints. Notamment, il y a un Nutella Day qui est organisé dans le monde, donc une journée qui est consacrée à vénérer en fait la marque Nutella. Donc ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est pourtant le cas. Il y a même des religions, de véritables religions qui proviennent elles-mêmes du marché, comme le Jediisme qui provient de Star Wars et qui a à peu près 200 000 adeptes dans le monde. Le Matrixisme qui provient de Matrix et qui a 20 000 adeptes, qui est plus considéré comme un loisir. Et on s'est intéressé aussi au judaïsme qui provient du film The Big Lebowski et qui en fait était parti d'une simple blague et qui est devenu une véritable religion avec donc des temples, avec des codes, des certificats pour devenir prêtre, etc. Et qui est pratiqué en fait par plus de 400 000 adeptes dans le monde. Et ça posait en fait la question de la sacralisation en fait de soi et du consommateur. Comment en fait les marques peuvent servir à reconstruire son identité quand, par exemple, il y a des moments difficiles qu'on a vécus dans nos vies, quand il y a des blessures qui ont été infligées par des moments de la vie, et comment en fait les marques peuvent servir, comme les religions traditionnelles le servaient à une certaine époque, à en fait retrouver un petit peu le sens de sa vie, un peu sa quête existentielle, et voilà, à servir à se retrouver soi-même. Voilà, donc on a travaillé là-dessus et en fait on a assisté à un cycle de 6 séminaires qui ont été faits par des professeurs de Kedge justement sur ce sujet, le sacral, sacré et consommation. Je vous ai répondu ce matin déjà. Donc
En raccourci. Oui. Oui, c'est vrai que, encore une fois, ce qui fut la grande marque Modène, vous l'avez rappelé ce matin, c'était très, très instructif. Et les petits commentaires, non, les vidéos que vous nous passiez, sauf une que je n'ai pas vue, me paraissaient intéressantes, montrant en quelque sorte ce rouleau compresseur que fut le fameux désenchantement du monde. Moi, mon hypothèse, c'est tout à fait une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, mais c'est parce qu'il y a eu ce désenchantement du monde qu'on a actuellement le djihadisme et le fanatisme. Et que l'aspect sanglant qui est en train de se jouer et qui va encore se jouer, c'est parce que justement on a voulu évacuer le sacré. Donc de ce point de vue, le retour de cette dimension, moi je prends ce néologisme sacral, vous l'avez bien vu, c'est pour montrer quelque chose qui est diffus. Un divin que l'on avait évacué et qui est en train de revenir. Et ça, c'est la religiosité. Et donc, vous avez donné des exemples qui me paraissaient parfaitement pertinentes de publicité qui renvoyaient, bien évidemment, à ces dimensions. Ça m'avait frappé en vous écoutant ce matin, je ne vous l'ai pas dit par après, mais dans le fond, quelque chose plutôt d'assez païen, en fin de compte. C'est-à-dire la mobilisation des grands éléments, l'eau, le feu, l'air. Vous voyez, ces choses-là qui en face sont ce qu'on appelle des structures anthropologiques par rapport auxquelles on se situe, qui constituaient ce sacral. Et là, c'est intéressant de voir comment il y a d'un côté un discours qui tente à le nier, et d'autre côté la publicité qui le vit. Pour moi, la publicité, c'est la mythologie de la postmodernité. Mythologie, c'est-à-dire ce qui va dire en raccourci, justement, ces fantasmes, ces fantasmagories, ces fantaisies. C'est ça le sacral. On les avait évacués et à mon avis c'est en train de revenir. Juste pour terminer, je rappelle, puisque c'était vous, sacral et consommation, ce que je vous ai dit en référence à ce collègue et ami Léo Moulin, qu'au Moyen-Âge, justement, les monastères et les églises attiraient des clients dans leur église à partir des gâteaux qu'ils faisaient. Des liqueurs, etc. Toutes les liqueurs de moine, bière, etc. C'était parce que, comme ça attirait de la clientèle, avec une concurrence d'ailleurs très forte qui se faisait entre les églises, les monastères, etc. Mais en même temps, dans la perspective de ces religieux et de ces monastères, il ne faudrait pas garder que l'aspect ironique que je dis. C'est parce qu'en effet, ça donnait un sens à la vie. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait quelque chose qui faisait que j'attirais grâce à mes gâteaux, mes liqueurs, ma bière, mon vin, mais en même temps, il y avait des cérémonies, des rituels, de la liturgie, qui d'une certaine manière permettaient, encore une fois, d'avoir une signification à son existence. Donc de fait, moi je considère que c'est une bonne piste de réflexion, de voir en quoi la consommation est en train de renouveler cette religiosité. Je rappelle que la religiosité, c'est pas la foi. La foi, c'est le fort interne, ce qu'on appelle le fort interne, c'est-à-dire le forum interne. La religiosité, c'est le fort externe, le forum externe, c'est-à-dire où ça discute. Et je crois vous avoir dit tout à l'heure, j'avais fait cet article pour les Échos à l'époque, pour l'ouverture des magasins le dimanche, que finalement, fort tardivement, eh bien, l'Église suscitait le marché autour des églises. Parce que ça leur attirait de la clientèle, pour le dire simplement, mais parce que tout simplement, il y avait de la religion. Il y avait du religare. Donc de ce point de vue, je crois que penser le retour, et pour moi c'est un des éléments de la postmodernité, penser ce sacral, et au travers de la religiosité, est en effet un bon élément pour saisir une autre manière d'être ensemble. Je vous remercie. Et on arrive au dernier atelier. Alors c'est vraiment compliqué. Comment on sait quand on aime apprendre ? En fait, en deux mots, c'est une réflexion sur la pédagogie et la façon dont la pédagogie dans cette école évolue. Donc on l'a abordé, mais là j'imagine que tu vas nous donner quelques éclairages supplémentaires. Sur la pédagogie. Qu'est-ce que c'était le truc ? Commencer quand on aime apprendre. Commencer quand on aime apprendre. D'accord. J'écoutais votre propos, vos réponses aux différents sujets qu'on a abordés depuis le début, et vous avez dit quelque chose qui m'a paru important. Vous disiez il n'y a pas de compétence sans appétence. Et je lis un peu
cette citation donc, que vous avez faite avec notre thématique, où justement on s'intéressait à commencer quand on aime apprendre et commencer quand on aime apprendre. Commencer quand on aime apprendre. Comment ça se passe quand on aime apprendre? C'est un drôle de France. Oui. C'est pas moi qui choisis. Hein. D'accord, pardon. C'est du Jones. On a utilisé un angle d'attaque un peu alternatif. Et du coup, on a orienté un peu notre réflexion sur 4 thématiques principales, qui étaient donc les croyances, les neurosciences, le sens et les émotions. Alors je vais détailler un peu sur les différentes thématiques. Par exemple, sur les croyances, on a notamment remarqué qu'elles influençaient énormément en fait la façon d'apprendre, tant dans la façon dont l'élève apprend que la façon dont l'enseignant enseigne et donc transmet le savoir. Et de la même façon, dans les neurosciences, il a été mis en évidence que un cerveau en fait qui est surpris est un cerveau qui apprend mieux et qui en fait qui est surpris. Surprendre le cerveau en fait permet de faciliter l'apprentissage. Et de la même façon pour les émotions en fait rendent l'apprentissage beaucoup plus puissant, donnent une plus grande portée en fait à notre apprentissage. On s'est aussi intéressé dans un dernier temps sur le sens, en se demandant en fait pourquoi on apprend, pourquoi c'est important, quel sens ça a. Et vous avez plus ou moins aussi répondu un peu sur la question du sens tantôt. Et j'aimerais aussi apporter peut-être une ouverture quand vous avez donné tout à l'heure l'étymologie du mot connaître, en disant que c'était naître avec, et la lier avec une question, est-ce que apprendre finalement c'est pas renaître un peu tous les jours? Oui, alors je vais retenir l'expression commencer quand si je veux parler à des jeunes. Bon, d'abord, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La croyance est un des éléments constitutifs de ce que nous sommes, et qu'il est vain, et en tout cas assez prétentieux, de croire qu'on peut se passer de ses croyances. Après, tout l'art va être justement de savoir comment je me dépatouille par rapport à ces croyances, pour éviter que ça devienne par trop envahissant. Je rappelle toujours cette expression de Rousseau, montrant en quoi, très souvent, le fanatisme athée conforte le fanatisme dévot. C'est-à-dire que dans le fond, c'est quand justement on ne sait pas intégrer, homéopathiser la croyance que ça devient pervers. Donc, en effet, il y a cette dimension, encore une fois, moi je dirais que c'est une structure anthropologique. Et donc, non pas la canoniser, la croyance, mais faire avec. Cette dimension beaucoup plus humble, finalement, qui est d'ailleurs, de mon point de vue, le propre même de l'humanisme, qui consiste, je dis toujours, à reconnaître qu'il y a de l'humus dans l'humain. La croyance, c'est de l'humus aussi. Mais il faut accepter cet humus dans l'humain, et que, encore une fois, c'est ce qui peut éviter qu'elle devienne perverse. Perverse, pervie, c'est-à-dire ça prend des voies détournées et c'est immaîtrisable. Donc de ce point de vue, c'est intéressant. Alors, neurosciences, vous avez dit quelque chose sur l'idée de surprise. Moi, oui, je crois que c'est quelque chose d'important. Je vais vous donner le mot savant, qui est proposé par Platon. Il dit que ce qui est au propre même de l'échange, de la socialisation, c'est ce qu'il appelle incoatif, c'est-à-dire l'étonnement, ce qui est vivant. Et tous les fameux dialogues de Platon reposent sur cette idée, on va surprendre. Il dit, c'est de l'incoatif, ça, au-delà du système, encore une fois, qui fait que dans le fond, il y a ce rapport d'étonnement dans le sens simple du terme. La vie est un perpétuel étonnement. C'est ça la surprise. Et de fait, j'ai rappelé tout à l'heure que c'était les grands systèmes de référence, si je reprends l'idée de Lyotard, qui s'étaient imposés durant la modernité, et on voit bien comment ces grands systèmes ne fonctionnent plus. Donc on revient à l'étonnement, on revient à la surprise, et ce qui est intéressant, c'est que cela, on va le retrouver sur le réseau, sur les réseaux. Sites communautaires, forums de discussion, blogs, qui sont typiquement, pour le meilleur et pour le pire, des éléments où il y a justement ce processus incoatif, c'est-à-dire, dans le fond, ce processus vivant. Sur le sens, je ne vais pas y revenir, j'ai dit tout à l'heure ce qu'il en était.
Tenez, je vais vous le dire en allemand, ça. Puisqu'en français, on ne peut pas le traduire. Zwecklos, aber sinnvoll. C'est-à-dire, c'est Romano Guardini, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un philosophe allemand, qui montre comment le rituel, la liturgie, n'a pas de sens, zwecklos, sinnvoll, mais plein de sens. Et je dirais que moi, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Il y a des quantités de choses qui n'ont pas de sens, zweck, du but, mais qui sont pleins de sens dans le fait d'être ensemble. Et là encore, le processus coopératif, collaboratif, sous ces diverses modulations, c'est du sens qui n'est pas lointain, qui a un sens qui se vit dans le moment, au travers d'ailleurs des mots rituels, des choses de cet ordre, etc. Sur votre dernière remarque, on est là au cœur même, justement, de ce que j'ai appelé tout au début l'initiation. Appelons-le coaching, appelons-le accompagnement, enfin peu importe. C'est le fait que dans le fond, on ne peut apprendre que si l'on sait désapprendre. Voilà ma réponse. Hein, si je sais désapprendre, c'est-à-dire si je sais me purger de ce que sont mes grands systèmes, là je pourrais véritablement apprendre. Hein, et que c'est ce rapport entre le fait de désapprendre et d'apprendre qui m'est important. Disons-le en des termes beaucoup plus simples. Un des problèmes contemporains, à mon avis, de l'incapacité que pour l'intelligentsia française de s'accorder et tout simplement de reconnaître qu'il y a une autre époque qui commence, la postmodernité pour moi, c'est parce que dans le fond, on est encore trop pétri de nos évidences intellectuelles, nos théories. Et moi je dis très souvent, depuis très longtemps, je dis ce sont nos évidences intellectuelles qui ne nous permettent pas de voir ce qui est évident. Hein, la sagesse populaire dit ce qui crève les yeux. C'est là, ça crève les yeux, mais comme j'ai des évidences théoriques, je ne le vois pas. Vous voyez, c'est ça le désapprendre. Désapprendre, c'est se désapprendre, encore une fois, à partir des systèmes, pour tout simplement voir. Moi, je m'amuse en montrant que si on reprend le mot savoir, savoir, c'est ça, voir. C-A-C-C-I, voir. Voir ça. Et que le savoir, c'est ça, voir. C'est-à-dire, dans le fond, se purger, encore une fois, de ce que sont nos préconceptions théoriques, pour voir, encore une fois, ce qui est évident. Pour mémoire et pour donner un peu quelques références philosophiques, c'est la position de ce philosophe assez difficile à lire, qui est Husserl. Husserl montrait comment le propre même de ce qu'est la vraie démarche phénoménologique, c'est-à-dire phénoménologie, voir les phénomènes, eh bien, c'était de mettre entre parenthèses, il disait en grec « époquer », mettre entre parenthèses nos certitudes, la seule manière d'accepter et de voir ce qui est là. Merci beaucoup. Merci.